Un braquage hier dans la nuit à l'orphelinat Om Kizito de Ouagadougou. Des bandits armés et cagoulés ont visité la pension. Ce n'est pas une première, tous les bureaux ont été fouillés. Pas de blessés, mais les braqueurs ont emporté du matériel et une importante somme d'argent. La région du Nord, zone de forte production maraîchère, la carte postale est connue. Mais cette année, la campagne sèche connaît des débuts difficiles. Sur place, les producteurs égrènent les difficultés. Manque d'eau, de matériel, on fait le point de la situation dans ce journal. Connaissez-vous la grotte de Samori? C'est la rubrique découverte de ce journal. Elle se situe dans les falaises de Toussiana, un lieu chargé d'histoire. Le célèbre conquérant venu de Guinée y aurait trouvé refuge avec ses troupes dans les années 1890. Explication dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Je vous le disais en titre, l'orphelinat Om Kizito a été braqué la nuit dernière. Une fois de plus, des individus armés et cagoulés ont fait irruption dans le centre. Ils ont pris le temps de fouiller tous les bureaux de l'administration. Du matériel et une importante somme d'argent ont été emportés. Les religieuses demandent plus de sécurité. Constat, Nongba Kouda et Nathalie Sawadego. Pour la énième fois, les pensionnaires de l'orphelinat Om Kizito 6 au quartier 6 de Ouagadougou ont reçu la visite de 6 individus sans foi, sans cœur. Ces délinquants encagoulés, armés de pistolets, ont passé au peigne fin tous les bureaux de l'administration. C'est autour de 3 heures que j'ai reçu un appel d'une des nurses. Elle n'arrivait pas à s'exprimer du coup de l'émotion, voulant m'annoncer la visite des voleurs. J'ai appelé une autre nurse qui faisait la garde avec elle. Et c'est cette dernière qui m'a dit qu'on a été visité. Ils ont pris de l'argent, 2 appareils photo, en plus les écouteurs et 2 ordinateurs portables. Selon la chef de département enfance, la gendarmerie et la police ont été alertées pendant le forfait. Malheureusement, elles ont expliqué ne pas connaître la situation géographique du centre. Après le constat, on a fait le tour de la clôture. On a constaté qu'il y avait les traces de la voiture. Et c'est là que le gardien nous disait qu'ils ont escaladé le mur. Et il a pu de nombreuses personnes masquées qui étaient armées. Ils ont tabassé le gardien, en plus un agent de santé. Et après les avoir ligotés, ils ont enfermés dans un de bureaux. Fort heureusement, aucun enfant n'a été touché. Pour l'heure, les pertes en matériel ou argent n'ont pas été évaluées selon les responsables. Il faut signaler que la semaine dernière déjà, des individus sont entrés dans le centre et ont emporté des bouteilles de gaz. L'orphelinat Om Kizito accueille actuellement 150 enfants et les responsables interpellent les autorités pour sa sécurisation. La section Bobo Dioulasso de l'Association nationale des étudiants burkinabés prend l'opinion à témoin. Depuis le début de l'année académique, l'Université polytechnique de Bobo Dioulasso connaît des crises à répétition. Les étudiants citent des problèmes liés au transport, à la restauration ou encore à l'hébergement. Martin Zerbo, Amadou Lougué. Éclairer l'opinion publique sur l'évolution de la situation sociale à l'Université polytechnique de Bobo Dioulasso. C'est l'objectif visé par ces étudiants en organisant cette conférence de presse. Face aux journalistes, le président de l'Association nationale des étudiants burkinabés, section de Bobo Dioulasso, a rappelé quelques points à l'origine de la dégradation du climat social au sein du campus de Nasso. Une diminution drastique du nombre de cas pour le transport des étudiants qui prennent cours à Nasso, respectivement de 16 à 10, de 10 à 7 et de 7 à 4. Une absence du transport urbain, tant réclamée par les étudiants et à coût social pour ceux prenant cours en ville. La fermeture des 3 cités universitaires, Dafra, Sikasosira et Kolsama, privant ainsi bon nombre d'étudiants au droit au logement et à la restauration. L'augmentation au double du prix du lit, de 1 500 à 3 000 francs CFA. Une insuffisance chronique du nombre de plats. Une mauvaise condition de logement et de restauration. Selon les étudiants,
Les multiples tentatives de médiation et les grèves n'ont pas permis de trouver des solutions idoines à la crise. Tout en réaffirmant leur disponibilité au dialogue, ils entendent se battre pour aboutir à leurs revendications. 9e édition de la journée des producteurs de Kourouéougo, c'était la fête hier à Boussé. Les producteurs agricoles de la zone étaient à l'honneur, leur mérite a été reconnu et salué. Alassane Zéo, Aruna Mari. Pour la 9e fois consécutive, l'association Terre Yagré, qui veut dire Nous espérons grandir, convie ses acteurs du monde rural à la journée des producteurs de Kourouéougo, une édition qui interpelle sur le besoin en formation des producteurs. Aujourd'hui, si nous en sommes donc à la 9e édition, ça veut dire que l'activité en tout cas a pu bénéficier de l'appui et des partenaires et des producteurs eux-mêmes et des populations à tel enseigne que effectivement c'est devenu une activité que nous devons donc accompagner en vue donc de sa pérennisation. Convaincu que les productions agro-silvopastorales constituent un des piliers de la croissance du pays, 2 opérateurs économiques burkinabés ont accepté de co-parrainer cette édition. Un concours agricole a permis de primer une trentaine de producteurs sur les 108 en compétition. Le dernier acte de cette journée des producteurs est sans contexte la visite des stands d'exposition. On reste dans le domaine de l'agriculture pour parler de la patate douce et plus précisément de celle dont la chair est orange. C'est une variété à forte teneur en vitamine A dont la consommation est encouragée. Martin Zerbo, Kadou Menki. La patate à couleur orange, communément appelée patate douce à chair orange, est à l'honneur ici à Bobo-Dioulasso. On peut la transformer en divers mets, frites, chips, purée, couscous ou encore gâteau. Cette patate est riche en vitamine A. Quand vous parlez donc de vitamine A, donc c'est pour lutter aussi contre la vitaminose. Aussi bien au niveau des enfants, et ça a des qualités nutritives et des apports au niveau, par exemple, des femmes dans le domaine de l'allaitement et dans certains autres domaines, du point de vue, en tout cas, de l'accroissement du système immunitaire même de l'homme. D'où la tenue de cette journée promotionnelle de la patate douce à chair orange. C'est véritablement de faire connaître ce produit-là. Parce que la patate douce à chair orange, comme elle a dit, elle a beaucoup de vertus. Richesse en vitamine A, qui est très bon pour la santé. Cette journée-là, nous avons invité des producteurs de différents villages. Nous avons également invité des acheteurs et des consommateurs. Il y a des transformatrices également qui sont là, il y a des vendeuses qui sont là. Et donc l'idée, c'est de mettre tout ce groupe-là ensemble pour qu'ils puissent échanger afin que ce produit-là puisse se développer. La journée est initiée par le projet IDE. International Development Enterprises, un projet piloté dans 3 pays africains, le Burkina Faso, le Ghana et le Nigeria. La patate douce, une variété dont la production n'a aucun secret pour les producteurs du Nord. C'est connu, la région est une zone de forte production maraîchère. Seulement voilà, cette année la campagne sèche s'installe difficilement. Manque d'eau, de matériel, problème de conservation. Les producteurs évoquent tout un chapelet de difficultés qui bloquent l'essor de leur activité. Explication, Daouda Ouattara, Amandine Lalsaga. La production maraîchère comme carte postale du Yatenga est-on tenté de dire. À l'origine, cette activité familiale est devenue au fil du temps une activité de rente et génératrice d'emplois dans cette partie du Burkina. De plus en plus à la rareté des pluies, ce qui a poussé les uns et les autres à aller vers la mariculture. Parce que quand on fait 1 hectare d'oignons, on les compare, vous avez au moins 25 tonnes. Même si vous vendez la tonne le kilo à 100 francs, vous avez quelque chose de près de 2 500 000. Tandis que quand on le compare avec le champ de maïs, de sorgho, où on récolte à peine 1 tonne, et quand on fait le calcul, c'est comme le jour et la nuit. Sur les berges du barrage Oumarou Kanazoué, à la sortie nord de la ville, des centaines d'hectares de champs de légumes à perte de vue. Les principales spéculations produites sont la tomate, l'aubergine et la pomme de terre. Ici, la campagne de contre-saison ou campagne sèche démarre difficilement. Nous sommes en train de vivre les réels changements climatiques. Dans ce contexte actuel de mise en place des pépinières, on a eu cette année des fontes de 100%. Et d'habitude, on avait des fontes de 50%.
60, ainsi de suite. On a eu des zones où il y a eu 100% de fonte de semis. Donc ce qui compromet négativement la production de l'oignon sur nos parcelles. Les acteurs font également face aux traditionnelles difficultés qui écueillent la production. Nous, personnellement, à SPEMI, on n'a rien eu comme sémence venant de l'État. On n'a pas eu l'engrais aussi venant de l'État. Maintenant, nous faisons face à nos problèmes et travailler à pouvoir avoir l'engrais de qualité parce que ce qui se trouve dans le marché, en vrai dire, n'est pas de bon engrais. Malgré ces difficultés au démarrage, les producteurs espèrent récolter plusieurs centaines de tonnes de légumes courant février et mars, période de grande production. En attendant, les vendeuses de Wayuya ne chantent pas au marché de légumes. Actuellement, ce sont les légumes importés qui sont sur nos étals. Ceux que nous produisons chez nous, nos clients les estiment trop chers. Nous rencontrons également un problème de conservation de nos produits. Moi, je pense que c'est le prix très élevé du gasoil pour les motopompes qui entraîne la hausse du prix de nos produits. Nous achetons cher les légumes avec les producteurs. Nous gagnons par exemple un bénéfice de 25 ou 50 francs sur le kilo. Des problèmes bien connus des structures professionnelles de production et de vente. Quand on voit les produits importés, les produits qui viennent de l'extérieur, c'est au moment où nos produits sont plus disponibles sur le marché que ces produits-là arrivent. Moi, je pense que le problème ici, c'est au niveau des producteurs et du politique qui devaient travailler à aider les producteurs à étaler leur production sur une longue période. Si on a des produits disponibles sur le marché, nos produits disponibles sur notre marché, il n'y a pas de raison qu'on parte chercher ailleurs. C'est parce qu'il n'y en a pas. Pour Mamadi Ouedraogo, les paysans doivent innover pour bénéficier de l'accompagnement de la recherche agricole. Selon le secrétaire général de l'ASPEMI, l'association professionnelle des maraîchers du Yatenga, le développement de la maraîchiculture dans le Yatenga passe par une mise en place des unités de transformation. Voilà pour ce constat. À Bobo Dioulasso, le mythique quartier de Dioulasoba a un nouveau chef après 7 ans d'intérim. Le nouveau chef est âgé de 65 ans et s'appelle Fénémé Simon-Pierre Sanou. Il a été intronisé ce vendredi suivant un code rituel dicté par la coutume des Bobos. Il est en fait le chef de terre du quartier Dioulasoba et de 10 autres villages et son rôle de médiateur est très important pour la paix sociale. Hassan Gourabou, Mouni Baro. Né en 1950, Fénémé Simon-Pierre Sanou est désormais l'Ivo qui revoit, autrement dit, l'aîné du village de Dioulasoba en langue bobo. Son installation est précédée de plusieurs rituels pour renforcer son pouvoir de chef de terre. On lui doit respect et considération à partir du moment où il est intronisé. Pour sa désignation, rien n'est laissé au hasard. C'est quelqu'un qui n'est pas averti, c'est un secret gardé, sauf ceux qui s'occupent de ce problème-là. Ils sont au courant. Les jours J maintenant, vers les 4h, 3h du matin, on va l'enfermer dans sa chambre. On lui dit de sortir. S'il est averti, il peut fuir, il peut passer par autre chose pour s'en aller. Mais le temps de sortir aussi, on peut l'avoir. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui, ce matin-là. Quand ils sont arrivés, ils l'ont réveillé. Il a dit que ce n'est pas l'heure pour moi de me réveiller. On dit non, il faut sortir. Quand il est sorti, seulement on l'a saisi. On l'a amené directement à la maison là-bas. Quel est son rôle exact dans cette société? Il est le garant de la tradition et veille sur les 10 villages rattachés à Bobo Dioulasso. Il s'occupe des différents, par exemple mariage, bagarre, ainsi de suite. Bon, avec ses conseillers plutôt, qui le conseillent, sinon il n'est pas le seul à trancher. Vous avez un mariage, des problèmes de mariage, vous venez, on a un tel problème. Il consulte d'abord ses conseillers. Et il donne leur avis, et maintenant il tranche. Que ce soit bagarre ou quoi que ce soit, c'est lui qui est en fonction de régler tout ça là. Le chef, une fois intronisé, abandonne toute fonction qu'il occupait et devrait consacrer toute sa vie pour la cause du village. À présent, partons sur les traces d'un grand résistant aux colons. C'est l'une des grandes figures de l'histoire en Afrique. Samori Touré, dans sa lutte contre l'envahisseur, il est passé par l'ouest du Burkina et les traces sont encore là. C'est le cas de cette grotte située dans les falaises de Toussiana et dénommée la cachette de Samori. L'empereur guinéen et ses troupes y auraient trouvé refuge vers 1890. L'histoire du site nous est contée par Ibrahima Sombier et Abdelaziz Yagibou. Au bout de ces efforts physiques, un endroit plein de charme,
mais aussi chargée d'histoire à découvrir. Nous sommes au pied des falaises de Toussiana, sur les traces d'un pan de l'histoire de Samori Touré. Fuyant son empire à la fin des années 1890 pour échapper à l'offensive des Français, le chef malinké aurait tenté sur son passage de conquérir des localités de certains pays de la sous-région avant de se retrouver ici à Dingasso, un village de la commune de Péni dans le Houé. Dans cette zone jadis appelée les terres de Mai, Samori Touré aurait de sources historiques livré une guerre contre le chef suprême des Tiefo, nommé Tiefo Amoro. Et c'est précisément à cet endroit que l'empereur guinéen et ses guerriers étaient basés, selon ce guide de tourisme. Il a contourné en passant par l'après-Kodini. Il est venu jusqu'à un endroit que les Bobo appellent aujourd'hui Zotarana. Il est venu par les falaises, et il a pris les bordures des falaises jusqu'à passer par la faille où nous sommes descendus, et il s'est réfugié ici. Il n'a pas pu combattre Bobo Dioulasso. Vous connaissez un peu cette histoire avec Dioulasso et autres. Donc, il a été orienté vers le pays Tiefo. Dans les parois de cette grotte se trouverait concentrée toute cette histoire de Samori Touré sur les terres de Mai, en croire le guide de tourisme qui dit s'être abreuvé à la source des anciens. Pour ne pas être à la portée de l'ennemi, l'empereur guinéen et ses troupes auraient fait de cette grotte leur cachette. Là, c'était son lit comme ça. Ça n'a pas été touché en tout cas. Les gens ont tout fait ici, mais n'ont pas touché à son lit. Quand on venait, par exemple, on disait que Samori était couché. Les gens croyaient qu'il était sur son lit, il n'était pas sur son lit. Sa vraie cachette, mais c'était là. Si vous venez l'attaquer, en tout cas, vous allez en tout cas arriver, Samori n'était pas, il était invisible, mais il était là. Fidèle à sa politique d'islamisation, Samori Touré aurait marqué son séjour dans cette grotte par des écriteaux en arabe. Ces traces étaient encore visibles dans un passé récent, nous apprend le guide. C'était un marabout, il charlatait aussi. Tous ces murs-là étaient bombés d'écritures en arabe. Je crois qu'il y a quelques-unes qui ont été sauvées par un vieux, mais qu'on n'a pas encore eu la copie. À moins de 100 mètres de la grotte, une chute d'eau à la beauté sauvage des plus séduisantes. Selon le guide de tourisme, c'est à cette source que Samori Touré se ravitaillait en eau. Un endroit interdit d'accès aux griots et où se pratiquent de nos jours des rites. Nous sommes ici à la source Tcheka Menena. Tcheka Menena, c'est un peu en bobo, mais ça veut dire que les griots ne doivent pas boire cette eau-là. Voilà. Donc si vous êtes griot, vous pouvez venir visiter le site, mais vous ne pouvez pas mettre les pieds dans l'eau, ni boire cette eau. Il se ravitaillait aussi d'eau ici. Et de l'autre côté, il y a deux endroits où il se ravitaillait d'eau. Je crois que quand il a vu que ces griots avaient bu de l'eau ici, ça avait mal tourné. Donc je crois qu'il avait arrêté ça, et c'est de l'autre côté, il se ravitaillait. Mais quelles raisons ont-elles guidé les pas de cet indésirable des colonisations vers cette partie du Burkina? Samori Touré cherchait à conquérir Bobo. La raison essentielle, c'était le marché. Le marché de Sia était un marché de chevaux. Tous les conquérants se ravitaillaient en chevaux. Thibaut Traoré, tout comme Samori Touré, cherchait à se ravitailler en chevaux à partir de Bobo. Mais c'était également un marché de munitions. D'autres sites riches en histoire, tels la cache d'armes de Tiefo Amoro, restent dissimulés dans ces falaises et dont la découverte dépend des anciens, des dépositaires des secrets de Dingasso qu'il va falloir travailler à convaincre, indique le guide de tourisme. Du reste, pour préserver la beauté naturelle de ce site, dont la valorisation pourrait générer des revenus et des emplois, un cri de cœur est lancé à l'endroit des potentiels partenaires et responsables en charge de la culture. Voilà, un site chargé d'histoire à découvrir. Donc, revenons à notre réalité immédiate. La ministre de la Promotion de la Femme était à Dédougou cette semaine dans la région. Plusieurs femmes et groupements de femmes ont reçu un coup de pouce du gouvernement de la transition pour booster leurs activités. C'était il y a quelques mois, des équipements mais aussi des financements. Bibiane Ouedraogo est allée mesurer les résultats. Bakary Siri, Nayalagdopol Sawadogo. C'est avec une grande joie que les bénéficiaires du matériel octroyé par le gouvernement aux femmes ont accueilli la ministre chargée de la promotion de la femme. Bibiane Ouedraogo, après constat des performances des femmes, s'est dite satisfaite des résultats atteints par les bénéficiaires. Elle a tenu à les encourager à redoubler d'efforts dans la lutte contre la pauvreté, surtout dans le milieu féminin.
L'objectif de ma visite ce matin ici, c'est vraiment d'encourager les femmes et surtout de voir ce qu'elles ont pu faire avec tout ce qu'elles ont pu recevoir, que ce soit en matière de financement ou en matière de technologie. Et je crois que vraiment la visite a été très édifiante. Les bénéficiaires ont pu réaliser un certain nombre de projets qui ont contribué à améliorer leurs conditions de vie. Depuis qu'on est ici, on n'a jamais eu un don de ce genre-là. On a eu 3 machines à coudre. On a eu de l'argent, des frigos. Et ce don aussi nous a permis de scolariser nos enfants. On a eu un chèque de 4 400 000 francs. Depuis qu'on a commencé, en tout cas, dans la préparation de l'eau, là, certaines entretiennent leurs enfants avec, certaines ont pu payer des choses avec. Après Dédoukou, la visite se poursuit à Bobo-Dioulasso. Elle s'appelle Florence Somda. Si son nom peut sembler ordinaire, ce n'est pas le cas de son métier. Florence fait dans la maçonnerie un métier qu'elle exerce depuis 6 ans dans le sud-ouest et cela à l'encontre de toutes les idées reçues. Son portrait avec Oumarou Sayon et Issa Kanana. Elle, c'est Florence Somda. Âgée de 35 ans, elle est l'une des rares femmes courageuses qui s'adonnent à la maçonnerie. Un métier qu'elle exerce depuis 6 ans. Je la voyais avant même la formation, derrière son âne avec du sable, avec des graviers souvent qu'elle ramassait pour venir vendre. Donc quand je l'ai retrouvée encore parmi mes élèves, il y avait une particularité que j'avais collée à elle afin de bien la donner ce que j'avais aussi comme connaissance. Des connaissances qui font de cette jeune femme, issue d'une famille de 5 enfants dont 2 filles, une maçonne à part entière. Au-delà du simple emploi, la maçonnerie est avant tout une affirmation de sa personnalité. C'est pour faire valoriser aux hommes qui font dire que les femmes sont là, ils ne font rien. Malgré tous les efforts qu'elles mettent, qu'elles fournissent, qu'on ne les voit pas. Donc c'est pour faire voir que non, c'est pas ça. La maçonnerie est un métier d'homme dans la division sociale du travail. Florence Somda a donc dû batailler dur pour se faire une place. Il y a des manœuvres, on les mettait avec moi comme ouvrier, et il ne veut pas. Dit qu'il ne veut pas aller travailler, prendre une brique donner à une femme, c'est une honte pour eux. Au début, je n'ai pas cru en elle. J'ai cru que c'était passager. Mais ça vaut plus de 5 ans qu'elle est dedans. Échafaudage, crépissage, chaînage, bref, ce métier n'a plus de secret pour cette femme qui a pourtant abandonné les études à partir de la 3e. Elle maîtrise son travail. Mais je voudrais aussi qu'un jour elle devienne chef aussi, même si elle m'emploie, il n'y a pas de problème. On a fait une bonne collaboration avec elle, et surtout dans le sens de la pratique des travaux et sur les chantiers, les différents chantiers qu'on a eu à réaliser ensemble. Bon, elle a été en tout cas, j'allais dire, beaucoup parfaite là. Une perfection acquise au prix de longues années de pratique qui ont conduit Florence hors du Burkina, notamment en Côte d'Ivoire. On a construit les appartements militaires dans la cour d'Alassane. Aussi, on a fait le clôture de l'université. J'ai déposé même les grilles. Quand le chantier est arrêté, maintenant je suis allé à Sus Construction. On a construit les cités Pétossi. Ça, c'était à Benjeville. Hors des chantiers, Florence est avant tout une femme au foyer, mère d'un petit garçon. Son homme ne cesse d'ailleurs d'admirer son talent et son courage. C'est un honneur pour moi d'avoir au Burkina Faso une femme battante. C'est la représentation même du 8 mars. Quand je la vois sur l'échafaudage, quand je la vois maçonner, je suis fier. Parce que même en Europe, il n'y a pas, moi je ne connais pas de femmes en Europe maçon. Il y en a peut-être, mais moi je n'en connais pas. Il y en a dans la plomberie, dans l'électricité, mais la maçonnerie c'est physique. C'est une fierté de la voir maçonner. Quand les gens viennent et disent voilà, ça c'est ma femme qui a fait ça. Unique femme au sud-ouest à exercer la maçonnerie, elle déplore du reste le manque d'accompagnement de l'État. Pour les rares des femmes que je sois ici, je veux dire que l'État ici, burkinabé, ne nous encourage pas. Il ne nous encourage pas, on n'a pas de soutien. Voilà pourquoi moi-même j'ai tendance même à faire ma retraite vers l'élevage. Un projet qu'elle entend réaliser avec l'appui de son conjoint. Mais en attendant, Florence Somda plaide pour que l'État et les ONG présents au Burkina travaillent à créer chez les jeunes filles de l'engouement autour de ces métiers. Courage Florence. Un autre portrait dans ce journal, celui de Aboubakar Traoré, amputé d'un bras à l'enfance. Il est aujourd'hui mécanicien au quartier Belleville de Bobo-Dioulasso. À force de volonté, Aboubakar transcende son handicap, un bel exemple de courage. Mireille Carole Tougma, Ali Traoré.
Il n'avait que 5 ans quand il fut amputé du bras gauche. Et cela suite à une chute au milieu d'un tas de ferraille. Aboubakar Traoré, plutôt que de se résigner, décide de prendre son destin en main. J'ai vendu les maquis au village. Après ça, ma maman m'a payé un barrique d'eau. De me débrouiller, amener barrique d'eau. J'ai fait pousser barrique à la maison et amener l'eau à la maison. Dans tout ça, j'ai pris maintenant pour commencer à pousser l'eau, servir les gens. À travers ces petits métiers, il essaie de se frayer un chemin avant de trouver son compte dans la mécanique. Un métier qu'il exerce en usant de tact pour la satisfaction de sa clientèle. Son travail est correct. Chaque fois que je viens chez lui, qu'il puisse me dépanner pour ma moto. Presque les gens là de ce coin ont confiance en lui. Permanemment, j'amène, en cas de crevaison ou quand je vais changer ma chambre, je viens ici. Le métier qu'il mène avec son handicap, je vois que c'est très noble. Grâce à son courage, Aboubakar Traoré arrive à se prendre en charge. Et c'est avec fierté que les siens en parlent. Pour ce qu'il fait là, c'est bien. Ça nous encourage même. Quelqu'un qui est comme ça, et puis il travaille là même, c'est bien. Il y a des jours où il gagne de l'argent et il m'en donne. Mon souhait est que son activité progresse car je suis fatigué et c'est lui qui prend soin de moi. Ceux qui sont comme moi, il ne faut pas qu'ils vont penser qu'on ne peut pas travailler sans, si ce n'est pas mendier là, on ne peut pas faire quelque chose. Ceux qui sont comme moi, ils n'ont qu'à faire, toujours prendre l'exemple, travailler. Si tu grouilles, fais quelque chose, il y a quelqu'un aussi qui va être à côté de toi, qui va te donner des idées. Vivement que cet appel soit entendu par les personnes vivant d'une manière ou d'une autre avec un handicap. Ce n'est qu'ainsi qu'elles pourront apporter réellement leur contribution au développement de notre pays. Voilà qui est bien dit. Littérature. À présent, il fait partie des doyens de la presse burkinabé. Pour une gouvernance éclairée et vertueuse, Bourema Jérémy Sigué a saisi sa plume. Résultat, une œuvre intitulée Médias et gouvernance, le sel ou le poison. L'auteur, sans donner de leçons, insiste sur la responsabilité du journaliste. Présentation de l'œuvre Nongba Kouda Fousseni Kindo. Après un premier ouvrage, Faut-il désespérer de l'Afrique, paru il y a 1 an, Bourema Jérémy Ségué, fondateur des éditions Le Pays, revient en octobre 2015 avec un second ouvrage, mais toujours habité du doute cartésien. Médias et gouvernance, le sel ou le poison. C'est une excellente contribution au journalisme et le rôle des médias dans la gouvernance au Burkina et en Afrique. Dans l'ouvrage, que l'on savoure avec beaucoup de plaisir, Bourema Jérémy Ségué ne fait pas de cadeau à la profession de journaliste. Il y aborde des questions qui peuvent fâcher. Aujourd'hui, et demain ce sera encore pire, ceux qui tenteront de contourner l'information vont aller tout droit dans le précipice. Mais les gens qui sont dans le métier, les journalistes, doivent s'organiser constamment, doivent constamment se remettre en cause. Sans être le père fouettard, Bourema Jérémy Ségué estime que l'éthique et la déontologie du journaliste doivent être au service du développement. Il n'y a pas de développement qui ne passe pas par le chemin de l'information, qui ne passe pas par le chemin de la presse. Il n'y a pas non plus de paix qui ne passe pas par la presse. La presse est un instrument absolument redoutable, aussi bien dans la construction de la paix et du développement que dans la démolition de la paix et du développement. Pour l'auteur, la gouvernance ne peut se passer des médias au risque de sombrer dans un abîme sans fond. Si vous avez l'obsession du mal en recourant à la presse pour vos intérêts immédiats et égoïstes, dites-vous bien que vous sciez une branche qui est absolument capitale pour votre équilibre. Bourema Jérémy Ségué offre ici un vade-mecum à consulter et à reconsulter. Je crois que quand on a fait plus de 40 ans de ce métier, on doit avoir à cœur de laisser une sorte de mémorial pour ceux qui viennent après vous. Les autres auront laissé à la postérité leur mémoire sur des faits marquants. Bourema Jérémy Ségué nous aura légué une formidable histoire du journalisme au Burkina.
Et c'est tout à son honneur, sinon que dire, tout à sa grandeur. Aujourd'hui, c'est dimanche et comme de coutume, on termine avec les informations sportives. Bonsoir Jérôme Tiendebego. Bonsoir Jean-Emmanuel Ouedraogo. Alors on va parler exclusivement de football. C'est la reprise pour le championnat national de D1 après la trêve des élections. Effectivement, après le lancement du 21 novembre dernier, il n'y a pas eu de championnat. C'était prévu pour en milieu de semaine et puis après. Bon, on a préféré attendre après les élections et bien la deuxième journée s'est disputée ce week-end avec cet après-midi même Ageb, le nouveau promu du côté de Bobo Dioulasso, qui a eu en tout cas la chance ou en tout cas le bonheur de battre l'AS Sonabel sur le score de 2-1 grâce à un doublé de Ismaël Karambiri. Et en attendant de vivre ces images demain au magazine des sports, nous vous proposons avec la réalisation, si vous permettez donc du côté de la régie, de voir la victoire de l'Union sportive du Yatenga, un autre promu. Vous voyez le travail de donc Isaka Doumbia qui trouve la tête de Pugnogo pour l'ouverture du score et c'est 1-0 pour l'USI au détriment donc de l'EFO. Et du côté du stade du Kadou, toujours, on a la deuxième opposition, USFA RCK, et le premier but est signé Franck Youmou. L'égalisation va venir tout de suite avec sur cette faute qui donne lieu à un penalty pour le RCK. Les Faucons ne vont pas trembler. Avec Mohamed Silla qui marque, il ne jubile pas parce qu'il vient de l'USFA. Donc c'est son ancien club. Et en toute fin de partie, vous voyez le tableau d'affichage, 5 minutes de temps additionnel. Et c'est dans ce temps-là que donc Brice Nikema trouve le fond du filet, 2-1 pour le RCK. Et on va donc du côté, ce n'est pas fini la réalisation, si vous permettez toujours, du côté de Koudougou, le BPS a défait le Santos sur le score d'1-0 grâce à un Samo, il s'appelle Drabo Mamadou, il a marqué pour le BPS. Bravo. Alors, pour le reste de cette deuxième journée, Majestic s'est incliné à domicile à Podong, 0-1 devant l'ASFA Yenenga. Le champion en titre RCB a partagé la poire avec l'USO, 0-0. Score nul, un but partout pour Bankui à domicile face à l'ASFB, c'était donc à Dédougou. Et c'est le COSAF qui réalise la meilleure affaire de cette deuxième journée en battant l'USCO en déplacement donc à Banfora sur la note de 2-0 et du même coup COSAF prend la tête du championnat à l'issue de cette deuxième journée, 4 points plus 2 sous réserve bien sûr de confirmation de la Ligue de football professionnel. Voilà Jérôme, vous avez été complet donc sur cette deuxième journée, des nouvelles également des étalons professionnels dans leur championnat. Alors, on va parler de Bakary Koné qui gagne un peu la confiance de Hubert Fournier. C'est du côté de la Ligue 1 en France. Il est titulaire pour la deuxième fois après avoir été titulaire justement en milieu de semaine. C'était contre Nantes 0-0. Mais cette fois-ci, Lyon a perdu 2-0 face donc à Angers. Et on va aller du côté de l'Angleterre en attendant bien sûr que Modeste revienne dessus avec de plus en plus d'informations. Bertrand Traoré a joué, a foulé pour la première fois la pelouse de Stamford Bridge du côté de la Première Ligue et il est rentré à la 83e minute. Il a joué, malheureusement Chelsea était déjà mené et c'est resté 1-0. Sous la direction bien sûr du Special One José Mourinho. Merci Jérôme Tiendebego. Plus de détails demain au magazine des sports, je suppose. C'est à 21h. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre attention. Demain, c'est une autre équipe qui vous retrouve. En attendant, bonne reprise de travail.